les médias, donc c'est un peu difficile, malheureusement. Catherine, ma mère vous a informé de ce qui se passait. Merci de regarder quelque chose, c'est justement de parler des challenges que nous rencontrons. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une réalité très souvent ignorée, le coût de l'ignorance financière. Que vous soyez un jeune adulte se lançant dans le monde de l'indépendance financière ou un passionnel ou un professionnel chevronné, les erreurs dans la gestion de vos finances peuvent avoir des conséquences désastreuses. Et dans cette émission, nous explorerons les pièges courants, les conséquences aussi qu'ils entraînent. Et surtout, nous vous dirons comment faire pour les éviter. Alors, préparez-vous dans cette émission à découvrir comment la connaissance financière peut être la clé du succès et comment chaque décision compte dans la construction d'un avenir financier solide. Je suis Robert Wamba et vous regardez actuellement le Rigging Talk saison 2, épisode 1. Sans plus tarder, souhaitons la bienvenue à notre invité, Cédric Folepe. Bonsoir Cédric et merci de nous avoir honoré de ta présence aujourd'hui. Bonsoir Robert, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. C'est un plaisir d'être des vôtres ce soir ou alors cet après-midi. D'accord. Alors, comme nous avons tendance à demander à tous nos invités, nous allons voilà, te prier de te présenter et de nous dire dans quelle ville, bien dans quel pays tu résides, ainsi que tes différentes activités. Oui, volontiers. Le nom, Cédric Folépé. Je suis conseiller financier, investisseur immobilier, entrepreneur et promoteur de la CEF Immo Finance GmbH et de la CEF Academy, qui ont pour mission de conseiller, de sensibiliser et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité. Alors, nous sommes à Heilbronn, c'est là où les bureaux se trouvent, mais nous agissons sur toute l'étendue du territoire allemand. Donc, aujourd'hui, je vais beaucoup plus endosser la casquette de conseiller financier et j'aimerais comme ça partager avec vous mes petites connaissances et expériences dans le domaine, car ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Magnifique. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant, il est important pour nous de baliser quelques terminologies de notre thème afin de comprendre même ce que c'est que l'ignorance financière. Alors, Cédric, s'il fallait définir l'ignorance financière en un terme vraiment simpliste pour toute personne qui ne sait même pas de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce que tu dirais? Alors, qu'est-ce que je dirais de l'ignorance financière? L'ignorance financière se réfère, moi, à un manque de compréhension ou alors de connaissance dans tout ce qui est concept et pratique financier essentiel. Alors, cela peut être vu sous différents angles. Ça peut être vu sous la forme d'un manque de compréhension en matière de gestion de budget ou encore un manque de connaissances en matière d'investissement ou encore un manque ou encore ne même pas être conscient, il faut dire comme ça parce que beaucoup ne le sont pas, ne même pas être conscient des conséquences à long terme des décisions qu'on va prendre au quotidien. Donc voilà, simplement expliquer ce que c'est que l'ignorance financière. Ok, d'accord. Et bien évidemment, les causes de cette ignorance financière peuvent être multiples et variées. S'il fallait citer deux causes de l'ignorance financière, ce seraient lesquelles? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de budget. Les causes, c'est que dans un premier temps, nous ne serons pas dans la capacité de mieux gérer notre budget. On va travailler, on va gagner de l'argent, malheureusement, dans notre système éducatif. L'ignorance financière n'a pas, ou alors l'éducation financière, autant que moi, n'a pas une priorité. Hein. On va aller à l'école, on va finir avec des grands diplômes, on est ingénieur, on est médecin, on est docteur, mais malheureusement, on ne nous apprend pas à l'école comment gérer cet argent qu'on gagnera. Donc, ce qui fait que beaucoup ont des difficultés à budgétiser sérieusement et de façon efficace leur argent. Ça, c'est un gros problème qu'on rencontre au quotidien. Ça, OK? c'est une conséquence, oui, de cette ignorance financière-là. Dans d'autres cas, on prendra par exemple des endettements
si je prends également ce cas-là, parce qu'on gère mal son argent, on va se retrouver en train de s'endetter pour un budget, pour un projet, autant pour moi. Et parce que jusque-là également, on ne le gère pas bien, on va comme ça prendre d'autres endettements. Donc, vous voyez qu'on va se retrouver, on peut se retrouver dans un cercle infini d'endettement. Donc, je peux citer comme ça cet endettement-là, mais on peut aller aussi au-delà de cela, c'est-à-dire que ça va jusqu'au niveau même de la planification d'un investissement. Donc, à ce niveau également, ça peut échouer tout simplement parce que le peu d'argent dont tu mets de côté pour un investissement, parce que tu le gères mal, parce que ce n'est pas bien planifié, cet argent, tu peux le prendre complètement et tu le mets dans un projet tout en épargne. Et le projet va en flamme et tu perds. Donc, tout ça a trait à l'ignorance financière et ses conséquences. On peut en citer, il y en a une multitude en fait. Ok, voilà. Je pense que tu énumérais déjà là quelques principales erreurs que les gens commettent. On y arrivera encore tout à l'heure bien en profondeur. Vous parlez encore vraiment des causes de cette ignorance financière. Est-ce que tu penses que le fait que dans certaines cultures africaines, par exemple, parler de l'argent est considéré comme impoli ou bien inapproprié ou bien comme tabou même, est-ce que cela peut aussi conduire à un manque de discussion ou d'éducation sur les questions financières? Oh, bien sûr, il faut dire aujourd'hui que ça ne devrait plus être tabou de parler de l'argent, parce que tout ce qu'on fait au quotidien a trait à l'argent. Si on va à l'école, c'est pour gagner de l'argent plus tard. Donc, il est très important aujourd'hui d'en parler de façon ouverte, autant aux enfants qu'aux aînés et à tout le monde. Donc, ça ne devrait en aucun cas être tabou, parce que c'est vraiment dommage, comme je disais tantôt, demain de gagner de l'argent et d'être en train de le dilapider, si je peux le dire ainsi. Donc, ça ne devrait plus être un sujet à tabou et il est très important de s'y atteler et ça à des différents niveaux. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et dans quel domaine précisément est-ce que l'ignorance financière peut impacter négativement la vie quotidienne des gens? Alors, dans quel domaine? J'ai cité quelques domaines tout à l'heure en parlant de la gestion budgétaire, en parlant de l'endettement. Ça, c'était un domaine également. Je Oui. reviendrai dans le domaine également, même de la retraite, il faut le dire, parce que quand on est jeune, on se dit que, on a du temps, la retraite, ça ne nous concerne pas, c'est plus tard qu'on y pensera. Non, c'est maintenant également qu'il faut bien budgéter son argent et dédier une partie de son argent, par exemple, à sa retraite. Ça veut dire qu'il faudrait donc prendre des dispositions, il faudrait faire des placements qui seront dédiés à cela. On peut parler également du domaine de l'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Là également, il est important de s'y atteler, il est important de dédier vraiment une partie de son argent pour un investissement concret qui est bien établi avec des fonds ou alors des revenus concrets dont on attend. Donc, il y a également ce domaine-là dont on peut en parler. On peut en parler également du domaine même de la sécurisation de son salaire parce que on va gagner de l'argent, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on peut perdre cet emploi-là. Donc, il sera question également de sécuriser même déjà ce salaire-là, parce que tu peux perdre ton emploi. Qu'en est-il si tu as des imprévus? Donc, on sait qu'on a toujours des imprévus, surtout nous, de la communauté africaine, on a des familles très grandes. Ça veut dire que ça ne concerne même pas seulement notre argent qu'on gagne, ne concerne pas seulement notre famille principale, mais également la grande famille africaine. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, on peut avoir des imprévus et il est Oui. question qui nous suit de te dire, est-ce que j'ai prévu également de l'argent, de ce que je gagne? Est-ce qu'il y a une somme d'argent qui est dédiée à des imprévus? Donc, vous voyez, donc c'est un spectre vraiment très large. Il est très important de s'y atteler et de préférence donc de se laisser accompagner si on se dit on n'a pas assez de connaissances. OK. Il y a un autre domaine aussi qui n'est pas à négliger. Je pense aussi c'est l'impact sur les relations personnelles parce que le plus souvent les conflits liés à l'argent dans les relations personnelles sont aussi parfois très flagrants. L'ignorance financière peut détruire des relations, oui. Parce que, comme on le dit trivialement, pour emprunter, parfois, certaines personnes peuvent faire pitié, mais quand il faut rembourser, voilà, ça devient le boss et puis ça détruit des relations en fait. Qu'est-ce que tu penses de cela? Effectivement, c'est dans les relations, que ce soit personnelles, que ce soit même dans les couples, il faut le dire, ça peut causer d'énormes problèmes, d'énormes conflits et tensions. Donc, il est très important de pouvoir manager cela, de pouvoir voir comment gérer ces conflits-là, parce qu'à partir du moment où il y a des accords, à partir du moment où je suis en couple et que je veux acheter une grande voiture et que l'autre
parce qu'ils ne voient pas la même lancée, parce qu'on n'avait pas les mêmes projections, pensent plutôt à investir pendant que moi, je vais acheter une voiture. Là, ça va créer des tensions, ça va créer des conflits. Donc, ce qui fait qu'il est donc très important également à ce niveau-là de s'assurer que quand on soit en couple, qu'on puisse avoir la même longueur d'onde. Et c'est pourquoi dans nos entretiens, on conseille également à tous ceux qui sont par exemple en couple de s'y atteler, de s'assurer qu'ils ont plus ou moins des bases, les mêmes bases, ce qui va les aider donc à projeter ensemble et à éviter comme ça ces tensions-là, ces conflits-là. Donc, côté personnel, comme tu l'as signalé tantôt, bien entendu, ça peut avoir d'énormes dégâts, on peut le dire comme ça. D'accord. OK, maintenant, s'il fallait citer deux avantages majeurs de l'importance d'investir dans l'éducation financière, qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'une personne qui nous écoute là, peut-être peut se dire, OK, mais pourquoi est-ce que je dois investir pour pouvoir mieux gérer mes finances, pour pouvoir mieux bâtir un patrimoine? Qu'est-ce que cela va vraiment m'apporter? Toi, en tant qu'expert vraiment du domaine, il fallait donner deux avantages pour une personne qui nous écoute ici pour pouvoir gérer son patrimoine, vraiment ses finances. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, investir déjà en soi, pour ses connaissances, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Hein. C'est-à-dire qu'il est très conseillé et ce que nous faisons également au quotidien, il est très, et c'est valable pour moi également. Moi, je continue à me former au quotidien. Donc, il est très important d'investir en soi déjà pour la formation, que ce soit dans le secteur des finances et bien d'autres secteurs. Ça, c'est très important. Alors, pour revenir donc dans le domaine des finances, le fait d'investir en soi, se former dans ce secteur-là te permet déjà d'améliorer ta capacité à gérer ton argent. Hein. Tu auras une meilleure gestion de ton argent, tu sauras comment procéder dans ce sens-là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que tu seras en mesure d'épargner également pour des imprévus. Tu sauras comment mettre sur pied un système de compte qui te permettra de mieux gérer ton argent et réduire comme ça au maximum, ou alors réduire au maximum les dégâts, ou alors tout ce que ça peut apporter comme effet, le fait d'avoir des imprévus. Ça, c'est une chose. L'autre chose, de se former également, ça, tu vas réduire comme ça déjà même le stress financier. Il faut le dire, parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es endetté, tu dois des gens, comme on dit souvent, tu dors sans dormir, parce que tu sais qu'à gauche et à droite, tu dois des gens, tu vas faire des cauchemars. Non, tu réduis ton stress financier. Tu vas réduire également même les risques en matière d'investissement. C'est comme je l'ai dit tantôt, là également, on rencontre beaucoup de personnes qui vont plonger comme ça le peu d'argent qu'ils ont dans des investissements à gauche, à droite. Et parce que c'est pas bien projeté, là, on court des grands risques. Donc, le fait de se former également te permet de savoir comment procéder lorsque tu veux investir avec ton argent. OK, magnifique. OK, parlons maintenant de Cédric Folepe et du plus gros échec financier personnel que tu as eu jusqu'à présent. Parce que je suppose bien qu'avant de mettre sur pied l'entreprise CEP Immo Finance, cela découle par exemple d'une frustration, bien d'un problème majeur que tu as pu observer vraiment dans ton entourage ou bien dans la société. Tu as bien voulu apporter des solutions à ce problème-là. Mais vu qu'on parle de finances, est-ce que Cédric peut nous citer, voilà, son plus gros échec financier jusqu'à présent et surtout les leçons dont tu en as tiré? Alors, si je peux parler de l'échec financier, oui, effectivement, je pense que chacun d'entre nous a eu à commettre des petits échecs au niveau des finances. Moi aussi, je suis passé par là et j'ai eu à tirer mes leçons. Si je dois citer le plus gros échec que je vois et qui a dû me bloquer pendant un certain temps, ça découle, il y a un peu quelques années, quand j'achevais avec mes études, j'avais eu à contacter, à emprunter, si on peut dire comme ça, de l'argent auprès d'une structure de la place que je n'ai pas eu à rembourser comme cela se devait, comme cela avait été conclu dans des clauses. Oui. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, étant encore étudiant ou en fin d'études, je me suis dit, voilà, plus tard, lorsque je commencerai à travailler, j'aurai de l'argent suffisamment et je pourrai en un coup rembourser cela. Et la structure m'a contacté pour voir comment procéder pour quelconque, on peut dire, un accord. Mais ce que j'ai ignoré, c'est qui n'était pas une bonne chose et c'est que je déconseillerais à tout un chacun qui se retrouve dans de telles difficultés. Donc, j'ai ignoré cela. Et à un certain moment, donc, ils m'ont mis dans ce qu'on appelle la Choufa, pour ceux qui ne Ah, connaissent pas. La Choufa est cette institution en Allemagne qui va évaluer comme ça la moralité financière de tous les individus ou alors citoyens qui résident en Allemagne et attribuer à tout un chacun une note, ce qu'on appelle le score. Et à travers cela,
les institutions, que ce soit bancaires ou alors commerciales, vont à travers cela mesurer ta crédibilité et savoir s'ils peuvent vraiment te faire confiance, s'ils peuvent comme ça t'octroyer un crédit ou alors te faire confiance si tu veux l'acheter, je sais pas, un article chez eux, par exemple. Donc, Oui, alors, j'ai été donc figé dans dans cette structure-là et j'étais dans, entre guillemets, la liste noire, si on peut dire comme ça. Jusque-là, ça ne me disait rien parce que j'avais été notifié de cela et ne sachant pas comme ça ce que ça pourrait avoir comme effet sur tout ce que j'avais comme plan dans la tête parce qu'à ce moment, je savais déjà ce que je voulais réaliser. Ce qui fait qu'au moment venu où j'ai commencé à travailler et que je voulais passer à l'action et réaliser un certain nombre de projets, alors là, on m'a fait comprendre à la banque que je n'étais pas finançable après que j'ai eu à rencontrer plusieurs banques, plusieurs conseillers bancaires. Donc, je me suis donc rendu compte et on m'a expliqué comment ça se passait. Et là, j'ai remboursé cet emprunt-là et je me disais, bon, voilà, c'est terminé. Et j'ai engagé une autre procédure d'acquisition d'un crédit immobilier. Là également, ça n'a pas marché. Et c'est alors que j'apprends donc que, en fait, lorsque tu es parti là pour au moins 3 ans où tu es fiché. Donc voilà, ça m'a bloqué là. J'ai dû pendant 3 ans attendre et j'ai eu à perdre autant d'opportunités intéressantes comme ça que j'aurais pu saisir. J'étais bloqué pendant 3 ans. C'est vrai, après les wow. 3 ans, je me suis relancé, on peut dire quoi, j'ai rattrapé un tout petit peu comme je pouvais le faire, mais ça m'a néanmoins bloqué et j'ai comme Oui. ça loupé autant d'opportunités. Et ça également, je dirais à tout le monde, et nous disons aussi à tous ceux qui sont encore étudiants, à tous les jeunes également, de faire attention parce qu'on en rencontre également aujourd'hui qui se retrouvent dans la situation où je suis, ça ne devrait plus avoir lieu. C'est quand nous mettons l'accent également lors de la sensibilisation, lors de tout ce que nous faisons, ou alors que nous mettons sur pied pour pouvoir atteindre les gens, d'attirer également l'attention, même de ceux qui sont étudiants, de ne pas commettre cette erreur-là, parce qu'au moment où vous voulez passer à l'action, vous êtes bloqué. Donc ça, c'est une erreur qui m'a marqué et où je me suis dit, mais tiens, ça ne se reproduira plus. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, pour une erreur, ça en est vraiment une, hein, au point de te bloquer pendant 3 ans. Et je suppose que durant ces 3 ans-là, ça a été la galère et tu as peut-être raté beaucoup d'opportunités, comme tu l'as si bien dit, quoi. Donc, c'est ça aussi le regain toll, parce que grâce à ces erreurs-là que tu as pu commettre, voilà, tu peux davantage nous édifier sur cette thématique. Alors, j'aimerais une fois de plus souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont déjà avec nous ici dans le Zoom, à tous ceux qui nous suivent même via Facebook. Voilà, vraiment merci à tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, nous parlons du coût de l'ignorance financière et avec notre invité, nous explorons vraiment en détail vraiment toutes ces erreurs-là que l'on peut commettre, même inconsciemment, mais qui nous plombent nos finances. Voilà, alors si vous voulez intervenir en live, là, au moment les questions, c'est pour bientôt. Alors, écrivez derrière vos questions en commentaire si vous en avez et tout à l'heure, là, notre invité va répondre à toutes vos questions. Voilà, Cédric, selon toi, quels sont les signes révélateurs d'une mauvaise gestion financière qu'il faudrait surveiller? Parce que plusieurs personnes, peut-être inconsciemment, ont de mauvaises habitudes de gestion financière, mais ne savent même pas que c'est pas ainsi qu'il faut procéder. Voilà. Alors, les signes, on la souvent au quotidien, comme tu l'as dit, mais peut-être certains ne sont pas conscients de cela. Rien que je vais prendre quelques exemples, le fait déjà d'être incapable, dans l'incapacité de régler ses factures. Ça ne devrait pas se passer à partir du moment où on gagne de l'argent et qu'on a un rapport équilibré entre ses entrées, entre ses revenus et ses dépenses. Donc, si tu es dans l'incapacité déjà de régler tes factures, alors tu dois te poser des questions. Ça, c'est déjà un signe. Si tu as généralement un compte, ton compte bancaire est généralement à découvert, ça veut dire que tu es généralement dans du négatif, tu dois te poser des questions. Ça veut dire qu'il y a problème également. Déjà, à ce niveau, c'est un signe également qui montre que là, tu dois agir, tu dois faire quelque chose si également ça en arrive là. Alors, un autre signe que je peux également citer, c'est si tu n'es pas dans la capacité à pouvoir épargner de façon conséquente et efficace pendant une bonne durée de temps. Donc, si ça veut dire que tu ne peux pas épargner une somme que tu t'es définie, là également, il faut te poser des questions. Ça veut dire que ton système, le système que tu as mis sur pied, n'est pas un système clair, c'est pas un système efficace. Il n'y a peut-être pas une stratégie qui va avec derrière. Donc, c'est également un signe qui montre que là, tu as matière à revoir ton système, à revoir ta manière de gérer de l'argent.
Ok, d'accord. Et voilà, qu'en est-il par exemple des dépenses impulsives? Puisque plusieurs personnes, voilà, lorsqu'elles, comme on le dit, une dépense impulsive, c'est-à-dire peut-être tu vois un vêtement et puis tu l'achètes directement, tu vois un truc qui est en rabais, en angebot, voilà, pour ceux qui sont en Allemagne comprennent le thème, tu l'achètes directement et puis tu ne te rends pas compte. Pourtant, si tu fais, Ouais. pourtant, si tu retraces un peu toutes ces petites dépenses-là, à la fin, tu te rends compte que c'est une grosse somme. Voilà. Selon toi, ces achats impulsifs, par exemple, devraient-ils être contrôlés? Oui, bien sûr, on doit également les contrôler. Et cela va partir déjà de la mise sur pied de ton système de gestion d'argent. C'est pourquoi dans ce système-là que tu mettras sur pied pour gérer ton argent, il y aura également une somme pour tout ce qui est ce qu'on appelle généralement dépenses variables. Ça doit faire partie de cela parce que, bien entendu, de temps en temps, tu dois te faire plaisir, de temps en temps, tu dois aller au restaurant et bien d'autres choses. Donc, tu dois dédier un budget à cela. Hein, et un budget que tu dois bien entendu contrôler et t'assurer que tu ne vas pas au-delà de ce budget-là. Ce qui fait que si tu arrivais que dans les balades, dans les déplacements, tu as des choses que tu trouves qui te plaisent, hein, tu sais que tu as une somme définie. Si tu as dépassé les 50 euros, tu n'as plus droit à prendre de l'argent. Si tu prends de l'argent, ça veut dire quelque part, tu n'es plus discipliné. Ça veut dire aussi en d'autres termes que quelque part également, ton système est faillible. Parce que dans nous, dans l'accompagnement qu'on fait au quotidien, c'est qu'on met vraiment un système de compte avec des comptes qui sont dédiés comme ça aux charges fixes, qui sont dédiés aux charges variables, qui sont dédiés aux imprévus et bien d'autres choses en fonction de ta situation, en fonction de tes objectifs. Donc, ce qui fait que tu sais exactement et tu dois savoir exactement jusqu'à quelle hauteur tu as, alors quelle somme, si je peux le dire comme ça, tu as mis de côté par mois pour faire comme ça, pour te faire plaisir. Donc, ça ne devrait pas aller au-delà si on est discipliné. Ah, d'accord, voilà. Non, c'est assez intéressant ce système de compte-là. Ça permet justement d'avoir une vue vraiment sur toutes ces dépenses-là et de pouvoir même à la fin de chaque mois vraiment faire une sorte de bilan, voilà, de comptabiliser tout cela et pour voir vraiment dans quoi vont nos finances. Comme quelqu'un l'a dit, montre-moi peut-être tes finances et je te dirai si tu as une passoire ou pas. Voilà. Et je pense qu'à travers le relevé bancaire d'une personne, ou bien d'un de tes clients, tu peux effectivement savoir si j'ai bien ses finances ou pas. C'est ça? Effectivement, effectivement. OK. Et maintenant, parlons de solutions. Selon toi, quelles sont les ressources disponibles pour aider les gens à améliorer déjà leur compréhension des concepts financiers? Alors, les solutions, déjà, c'est cette finance, on en a plusieurs qu'on met sur pied. Il faut dire que nos solutions, on les met toujours en fonction de tout un chacun, en fonction de sa situation, en fonction de ce qu'il veut atteindre. Mais s'il faut parler de façon générale de solutions, chez nous, les gens, nous avons mis sur pied un fichier budgétaire qui va Oui. permettre à tout un chacun d'organiser ses finances, d'avoir un suivi, un contrôle de ses finances, dont il va pouvoir donc budgétiser de façon hebdomadaire, les suivre également de façon hebdomadaire, mensuelle et même annuelle. Ce fichier va te permettre également d'optimiser tes finances parce qu'une chose, c'est de bien gérer ses finances. L'autre chose, c'est de pouvoir l'optimiser. Ça veut dire tout simplement que si tu avais dit que tu aimerais, par exemple, épargner 100 euros par mois, l'idéal serait naturellement qu'après 3 mois ou alors après 6 mois, que tu sois même en mesure d'épargner 150 euros tout simplement parce que tu as optimisé la gestion de tes finances. Mais pour que cela soit fait, il faudrait donc que tu aies déjà une vue d'ensemble de tes finances, que tu aies le contrôle de tes finances. C'est pourquoi nous avons mis ce fichier-là sur pied, qui est un fichier très simple à manipuler et qui est d'ailleurs mis à disposition de tout un chacun de façon gratuite. Donc, on va mettre le lien d'ailleurs en commentaire. Tous ceux qui souhaitent l'avoir D'accord. peuvent le télécharger. C'est gratuit, ce fichier-là. Donc, ça, c'est un fichier qui permet pour nous d'analyser même déjà la situation de tout un chacun et à chacun en soi-même d'avoir une vue d'ensemble de ses finances. Ça, c'est une chose. L'autre chose que nous proposons, c'est naturellement des coachings, des mentoring, où Oui. on t'accompagne également pour te montrer comment mettre sur pied des systèmes de compte qui vont te permettre de bien gérer ton argent. Allons au-delà de cela, pour ceux qui n'ont pas du temps et qui disent, voilà, ils veulent suivre rapidement une formation, on a également mis une formation concernant la gestion des finances sur pied. Cette formation, on la retrouve sur notre site cef-académie.de. Là, vous aurez cette formation-là également qui vous permet d'avoir de bonnes bases en matière de gestion de ces finances. On va au-delà de cela et on organise également très souvent des webinaires, des séminaires où on a l'occasion également de se rencontrer, d'en parler de façon physique, de s'échanger, de rencontrer également d'autres personnes qui s'y connaissent dans le domaine et comme ça d'en sortir avec de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances.
Wow, magnifique. Et je pense qu'en utilisant toutes ces ressources-là, les gens peuvent davantage acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et atteindre leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme. Et je pense, comme tu l'as si bien dit, Chef Imo Finance est là pour accompagner tous ceux qui veulent justement mieux gérer leurs finances. Et c'est déjà partagé même dans le chat. Voilà. Vous pouvez déjà avoir le lien de la checklist gratuite sur la gestion financière. Donc, n'hésitez pas. Je pense que le formulaire, comme tu l'as dit, est gratuit, quoi. Voilà, vous pouvez cliquer là pour profiter vraiment de ce formulaire-là. Voilà. Tous ceux qui nous suivent en ligne via Facebook, s'il vous plaît, likez, partagez le live. Je vois déjà quelques questions là en commentaire. Tout à l'heure, nous allons prendre toutes ces questions et notre invité va répondre à toutes ces questions-là. Voilà. Parlons d'un cas particulier d'un client que, voilà, Cédric a traité à cette Imo Finance. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu vraiment en détail, comme je disais, d'un cas particulier, d'une personne que tu as accompagnée et qui pourrait servir un peu de cas d'école? Voilà. Oui, bien entendu, nous rencontrons et au quotidien, faisons face aux clients qui viennent nous contacter afin qu'on puisse les aider, afin que nous puissions partager nos petites connaissances avec elles. Et bien entendu, je peux parler d'un cas d'une cliente avec qui on a travaillé l'année passée, qui était venue nous contacter parce que cette cliente, elle voulait investir, elle voulait s'acquérir un bien immobilier, mais avait malheureusement une situation financière très précaire, très difficile. Elle avait du mal même à joindre les deux bouts, tout simplement parce qu'elle s'était engagée, dans un investissement. Elle avait eu à prendre vraiment ses économies, ses épargnes et à investir dans un projet en Afrique et particulièrement au Cameroun. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme elle le souhaitait. Et elle s'est engagée, elle a pris un crédit, ce qu'on appelle crédit de consommation ici, ou alors carte de crédit en allemand pour ceux qui sont en Allemagne, pour ce projet-là au Cameroun. Ça n'a non plus suffi, elle a pris un deuxième. Là également, ça n'a pas suffi, elle s'est donc retournée, n'étant plus solvable auprès des banques ici. Elle s'est donc retournée vers des amis où elle a emprunté de l'argent, dans ce qu'on appelle également tontine au quotidien. Elle a emprunté également de l'argent pour essayer de finir son projet, bien qu'elle n'ait pas toujours pu, ou alors ça n'a pas pu vraiment aboutir. Donc, elle s'est retrouvée vraiment coincée, situation financière très difficile, du mal à joindre les deux bouts. Elle m'a dit parfois c'était même difficile comme ça de manger à la maison. Elle est venue nous rencontrer en nous disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour elle? Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent encore exister pour elle? Et on s'est dit, voilà, nous avons dit, il y a toujours des solutions. Mais pour cela, il faut vraiment qu'elle ait de la volonté à s'y mettre, elle ait de la volonté à se sacrifier pour un certain nombre de choses. Donc, ce qui fait qu'avec elle, ce qu'on a fait, pour l'expliquer en quelques étapes, de prime abord, on a analysé vraiment sa situation financière actuelle pour savoir quel était le problème et comment est-ce qu'elle pouvait optimiser sa situation financière. On lui a dit comment est-ce qu'elle pouvait donc procéder. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. La deuxième chose était de voir comment est-ce qu'on peut rembourser une partie de ses crédits. Donc, pour cela, on a d'abord développé une stratégie pour augmenter ses revenus parce qu'il faut dire qu'elle ne parvenait même pas à joindre les deux bouts. On a d'abord mis une stratégie sur pied pour qu'elle puisse rembourser ou alors augmenter déjà ses revenus, comme dit tantôt. Donc, elle a dû parfois même avoir deux jobs parce qu'il fallait avoir des entrées supplémentaires pour pouvoir rembourser ses crédits. Par la suite, on est passé, puisqu'elle avait deux crédits de consommation, on a appliqué l'une des stratégies qu'on apprend également dans notre formation, la stratégie de la boule de neige. Avec cette stratégie, on a pu rembourser complètement l'un de ses crédits, son premier crédit, ce qui la rendait déjà solvable auprès des banques, parce que là, elle revenait dans un domaine ou alors dans un intervalle où les banques, elles commencent à être attrayantes pour les banques. Et parce qu'elle était donc déjà solvable, et comme je dis, on a eu la chance. Alors, elle était très motivée et très déterminée. Donc, comme je disais tantôt, elle avait parfois deux jobs qu'elle faisait par mois. Donc, elle a retrouvé comme ça sa solvabilité, pouvait être désormais donc solvable auprès d'une banque. Il y a un crédit qu'on avait donc remboursé. Et par la suite, parce qu'elle était donc désormais solvable, on a engagé la procédure d'acquisition d'un bien immobilier d'un appartement qui était dans son rêve. Et lors de cet accompagnement, lors de l'acquisition d'un appartement, on l'a également accompagné durant toutes les phases, vraiment de la préparation également jusqu'à l'acquisition. Et par la suite,
on a obtenu un appartement. Donc, pour elle, elle a pu s'acquérir un appartement. Et lorsque tu as un appartement bien immobilier en Allemagne, tu as également la possibilité d'obtenir un crédit qui est lié à ce bien immobilier-là, ce qu'on a également fait pour elle. Et à l'aide de ce crédit, donc, elle a fini ses projets en Afrique, au Cameroun particulièrement, projet donc qui permettait désormais de gagner de l'argent, et gagner de l'argent désormais à travers cela, ce qui l'a permis donc également de rembourser le deuxième crédit qu'elle avait ici. Donc voilà un cas qu'on a étudié, on a travaillé avec elle sur 10 mois pour pouvoir comme ça partir de sa situation où elle avait des problèmes, développer comme ça des solutions qui étaient spécifiques à elle et pour qu'elle puisse déjà, de un, résoudre ses problèmes actuels, investir et par la suite se rattraper au niveau du projet initial qui n'avait pas marché. Donc voilà un cas qui fait école où on a tiré comme ça des leçons et on en partage également avec ceux qui se retrouvent dans de telles situations. Waouh, vraiment pour un cas d'école, ça en est un quoi. Donc, tout ça grâce à l'accompagnement de cette microfinance. Alors, pour ceux qui pensent peut-être que leur cas, leur situation peut-être est désespérée, je pense qu'ils devraient te contacter pour avoir un accompagnement sur mesure, quoi. C'est ça, non? Effectivement, il faut dire, ces accompagnements sont effectivement sur mesure parce que c'est toujours dépendant de tout un chacun et de ses objectifs, bien entendu. Ok, super, magnifique. Donc, les amis, si vous avez des questions, posez-les déjà en commentaire. Bientôt, nous allons prendre toutes vos questions et vous pouvez également intervenir en live. Voilà. Voilà. Maintenant, parlons de l'éducation financière. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'initier les enfants, par exemple, dès leur plus jeune âge, à l'éducation financière? Je pense que c'est très important et moi, je le fais également au quotidien. Je dis commencer très tôt d'ailleurs, avec les Bientôt, c'est enfants. quel âge à peu près selon toi? Alors, très tôt, je dois dire également qu'il n'y a pas, qu'on dit très tôt, il n'y a pas d'âge défini. Ça dépend également de chaque enfant, du développement de chaque enfant, hein. Il y a des Oui. enfants qui, à partir de 5 ans, sont déjà assez éveillés. C'est-à-dire, quand tu parles d'argent, il ne sait pas naturellement la somme exacte, mais te parle déjà d'argent ou alors veut que tu lui donnes aussi de l'argent. Il y en a qui, c'est à partir de 8 ans, par là. Il y en a à partir de 10 ans. Mais pour moi, ça va dépendre comme ça de chaque parent qui peut apprécier le développement de son enfant, de commencer à en parler de cela à l'enfant. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'enfant commence à savoir qu'il existe même de l'argent, à savoir que le papa travaille pour gagner de l'argent. C'est déjà un message comme ça qui entre dans la tête de l'enfant. C'est que quand tu sors pour aller au boulot, c'est pour pouvoir gagner de l'argent derrière. Et l'enfant sait que demain, il est appelé également à aller travailler pour gagner de l'argent. Donc, cet argent, c'est pas facile. Donc, il est donc très important pour moi, à mon avis, de commencer déjà à, comme ça, instruire l'enfant avec de telles notions, en lui dit, voilà, si tu veux gagner de l'argent, tu dois travailler dur, tu peux éviter un certain nombre d'erreurs, voilà comment procéder. Et l'enfant grandit déjà avec ce mindset-là. Et progressivement, comme je dis, en fonction de son évolution, tu pourras instruire des nouvelles leçons, des nouvelles notions, autant pour moi. Et l'enfant va grandir ayant vraiment déjà une certaine base, une certaine disposition pour éviter déjà un certain nombre d'erreurs. Ok, voilà. Parlons de l'éducation, de l'initiation de l'éducation financière aux enfants, voilà, dans un couple. Selon toi, qui devrait s'en charger, l'homme ou la femme? Parce que malheureusement, plusieurs hommes de nos jours continuent à penser que la place de la femme, c'est à la cuisine, voilà. Et selon toi, alors, dans un couple, qui devait prendre en charge l'éducation financière, l'homme, la femme ou alors les deux? Alors, selon moi, je pense que c'est les deux. C'est les deux, tout simplement parce que ce qu'on doit savoir, c'est que nos enfants également sont très intelligents, ce sont des fins manipulateurs. Donc, si ce n'est que l'homme qui le fait, alors l'enfant saura comment se jouer en allant vers la maman et vice-versa. Donc, pour moi, c'est les deux qui doivent s'en charger, qui doivent voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que leur enfant, comme ça, ait la meilleure éducation. Le papa comme la maman doivent parler de façon conséquente à leur enfant, leur dire ce qu'il y a à faire. Et lorsque l'enfant sait que le papa dit la même chose, la maman dit également la même chose, l'enfant sait donc que c'est important et que ce que les deux sont en train de dire, donc, il doit le prendre comme ça avec beaucoup on va dire beaucoup de sagesse, si on peut le dire ainsi, et pouvoir l'appliquer également au quotidien. Je crois que ton micro est coupé. Ah oui, là c'est bon, là c'est bon, là le micro était muté là. Donc bientôt nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Mais avant d'y arriver, je vais prier encore tous ceux qui ont déjà des questions, posez-les dans le chat, que ce soit à Facebook, bien que ce soit ici dans le Zoom. Posez-les tout à l'heure, nous allons passer à la phase des questions. Mes enfants,
Alors, je vais déjà demander à notre juge de se préparer parce que dans quelques instants, nous allons amorcer cette partie. Pour ceux qui sont Euh, habitués au Oregon Talk, pour ceux qui sont oui, habitués, il serait très oui. important parce que je trouve plusieurs personnes là qui écrivent en disant qu'ils ne parviennent pas à accéder à Facebook. Je ne sais pas si c'est, ou alors, je sais pas si c'est le cas également chez toi. Ah, ok, je vais régler ça tout à l'heure. Je vais régler ça. Alors, pendant que, voilà, tu seras là-bas avec Chami, je vais régler ce problème-là. Alors, pour ceux qui sont habitués au Reggae Talk, vous connaissez sûrement notre juge Chami qui fait également son combat pour cette saison 2. Alors, durant cette émission, elle a écouté très attentivement et passé au crible toutes les prises de parole de Cédric Folépé. Et il est donc inutile de vous rappeler que tout ce qu'il aura dit pourra être retenu contre lui. Laissez-moi donc vous présenter Chami, qui pendant quelques minutes sera à la barre avec notre invité. Je vais donc prier Chami d'activer sa caméra. Bonsoir Chami. Comment vas-tu? Bonsoir Robert, je vais très bien. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute très bien. Voilà. D'accord. Je te laisse donc en compagnie de notre invité. Merci beaucoup. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, à la barre, nous avons Monsieur Cédric Folépé qui fait l'objet de quelques polémiques. Bonsoir et bienvenue à la barre avec Chami Kiss, Monsieur Cédric Folépé. Bonsoir, monsieur Chami. Le Seigneur dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Monsieur Folépé lui dit, venez, je vous apprendrai à être riche. Monsieur Folépé, est-ce que vous-même d'abord vous êtes riche? Alors, la richesse est un état d'esprit. Alors, être riche, ça ne veut pas dire qu'on a de l'argent plein dans les comptes. C'est pas ce que ça signifie être riche. Pour moi, être riche, même déjà, au prime abord, c'est d'avoir un entourage exceptionnel. Quand je sais que je suis entouré d'une personne exceptionnelle telle que Chami, si je suis entouré d'une personne exceptionnelle telle que Robert, si je suis entouré d'une personne exceptionnelle telle que X ou alors Y, alors pour moi, c'est une richesse énorme. C'est une richesse énorme. Pourquoi? Parce que je sais que demain, si j'ai pas d'argent pour manger, je peux me retourner vers Chami et je vais manger, ou alors je vais aller chez Chami, je vais manger. Et il y en a qui n'ont pas cette opportunité-là et qui n'ont pas d'argent et qui vont crever de famine. Donc, c'est pourquoi être riche, c'est d'avoir un état d'esprit. Et pour moi, si j'ai déjà tout cet entourage-là, pour moi, rien que cet environnement me fait comprendre que je suis déjà riche. Donc, c'est à chacun de le voir. Mais j'ai dit, pour moi, la richesse, c'est pas le fait d'avoir des comptes pleins d'argent. D'accord. Vous parlez bien, Monsieur Folépé. Mais dans l'une de vos publications, vous traitez d'ignare ceux qui se font arnaquer. La Cour aimerait donc savoir, devons-nous comprendre par cela que vous avez atteint la perfection? Je crois que on n'est jamais parfait. C'est vrai qu'on tente toujours vers la perfection, on va être parfait, on va dire comme ça là. C'est d'ailleurs ce qu'on le souhaite à tout un chacun, c'est ça qui permet à tout un chacun de pouvoir comme ça se surpasser, hein, parce qu'il veut faire encore mieux que ce qu'il a fait hier, disons comme ça. Mais néanmoins, ça ne veut pas pour autant dire que on va rester comme ça et se dire voilà, on a atteint un certain niveau et on s'arrête là. On est aujourd'hui ingénieur et puis c'est bon, on est arrivé. On n'est jamais arrivé. C'est pas parce que tu es docteur que tu vas dire que tu es arrivé. Non, je n'ai jamais arrivé. Tout à l'heure, on a parlé des finances et au quotidien, nous encadrons également plusieurs qui sont docteurs, hein, qui sont vraiment des personnes très intelligentes, calées dans leur domaine, mais où tu te rends compte qu'en matière de manipulation, en matière de gestion de cet argent-là, ils n'en font pas grand-chose. Hein, c'est dommage qu'on va gagner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent et qu'on le perd, on le dilapide comme ça et on ne peut même pas vraiment en profiter de cet argent alors qu'on travaille parfois un peu plus de 12 heures de temps par jour. Donc, l'idée ici, là, c'est de dire attention, tu gagnes de l'argent, tu as des gros diplômes, mais investis également
pour avoir des connaissances, pour pouvoir gérer cet argent-là, pour pouvoir profiter de cet argent-là. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on passe ce message-là. C'est pas dans ce sens-là, tel qu'on doit le comprendre, c'est un peu dans une métaphore pour dire attention, tu as un bon diplôme, tu gagnes cet argent, mais tu dois investir pour profiter de cet argent-là, pour avoir des connaissances également qui vont avec. Sinon, celui qui n'aura pas passé autant de temps comme toi sur les bancs va mieux profiter de la vie que toi. D'accord, c'est bon à savoir. Mais une autre plainte à votre nom est celui du manque de patriotisme, Monsieur Folépé. Vous faites la propagande de l'immobilier en Occident, mais presque jamais au Cameroun. On aimerait bien savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas votre pays d'origine? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis un patriote comme tout un chacun. C'est pas ça, en fait. Ce que je fais, ou alors que je passe comme message, c'est à tout un chacun de dire, attention, là où tu vis, c'est là que tu commences. Si tu vis en France, tu dois mettre d'abord des bases en France, des bases solides en France, et par là, tu vas te déporter comme ça dans d'autres pays, y compris l'Afrique et même ton pays d'origine. Si tu vis en Allemagne, c'est pareil. Tu devrais d'abord mettre des bases solides là où tu te trouves. Parce qu'il faut dire, à partir du moment où tu as une base solide, il est plus facile pour toi, ou alors tu es mieux préparé, disons comme ça, pour te confronter à la tempête que tu vas rencontrer dans ton pays. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on vit ici en Europe, on a des milliers de kilomètres et ce qui se passe sur le territoire en Afrique ou alors au Cameroun particulièrement, on n'est plus au courant de cela, on n'a plus cette manière-là, on ne sait plus comment euh, gérer cela au quotidien. Par contre, ici, tu as la maîtrise sur les choses, si c'est en matière d'investissement, tu l'as entre tes mains, tu sais, tu peux le toucher même de tes doigts, c'est avec toi. En Afrique, c'est pas le cas. Et c'est pourquoi nous conseillons d'abord de commencer ici, là, et on te dit comment est-ce que tu fais pour partir d'ici et investir, par exemple, en Afrique sereinement. Parce que ce qu'on ne parle pas tantôt, et c'est pourquoi nous, à cette mot finance, on parle beaucoup de notre vécu, de nos échecs également. C'est de dire aux gens, attention, il ne faudrait pas qu'on se mente, il ne faudrait pas que tout ce qu'on suit sur la toile où les gens vous disent, voilà, l'Eldorado, en Afrique, c'est vrai, c'est là-bas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là également, ils ont commencé ici, en Europe, ils ont mis des bases solides ici, ils sont allés maintenant en Afrique s'implanter parce qu'ils avaient déjà des bases solides ici. L'erreur que certains font, c'est que malheureusement, ils se laissent emporter par cela, vont commencer ou alors aller directement en Afrique, se lancer et revenir ici, là, et ça foire. Et on se retrouve à un certain niveau en train plutôt de pleurer ou alors en train de voir comment on fait deux, trois jobs pour pouvoir rembourser les trucs. Non, c'est pas parce on n'aime pas le pays. Non, c'est qu'on veut effectivement te permettre d'aller au pays, de réaliser tes investissements sans que tu ne sois à un quelconque moment bloqué. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, le message qu'on passe, c'est tu commences ici, tu as des bases solides et tu te déportes, bien entendu, au pays pour réaliser beaucoup plus grand. Ok, ok, ça a été noté, ça a été pris en considération. Mais avant de terminer, nous avons une question assez importante. On dit tout chemin mène à Rome. Chez nous, en Afrique, on dit l'argent n'a pas d'odeur. Monsieur Folépé, est-ce que vous triez vos clients? Non, il faut dire ceci, on ne trie pas nos clients. Pourquoi on travaille également avec les jeunes étudiants, partant du fait que même les étudiants, bien entendu, c'est d'ailleurs le meilleur moment même, en fait, pour pouvoir se préparer à des investissements. Et c'est pourquoi on travaille également avec des étudiants. On a mis des programmes sur pied pour des étudiants également pour pouvoir les encadrer, pour qu'ils évitent un certain nombre d'erreurs que nous également, et même moi également, j'ai eu à commettre. Donc, ce qui fait qu'on on ne trie pas naturellement les clients. On essaie de travailler au maximum avec tous ceux qu'on peut au quotidien. On offre vraiment des séances d'entretien qui sont gratuites. C'est ouvert à tout un chacun. Comme la liste qu'on a mis tout à l'heure dans le groupe, c'est gratuit. Tout le monde a la possibilité de le télécharger. Donc, nous, on ne trie pas les clients. C'est ouvert. On est prêt vraiment à aider tous ceux qu'on peut aider. D'accord. Là, c'est assez clair, mais la question était plus dirigée dans le sens de savoir si la provenance de l'argent de votre client est douteuse. Est-ce que vous diriez non ou bien égal, d'où cet argent vient, vous traitez le client comme les autres clients? Alors, si la provenance de l'argent du client est douteuse,
si je comprends bien la question, c'est dit que nous sommes informés déjà, nous connaissons déjà d'où cet argent vient, c'est ça? À peu près. Ok. Ok, si cet argent vient parce que nous sommes dans un premier temps, comme nous avons dit, notre mission est de conseiller, de sensibiliser et d'accompagner tout un chacun. Ça voudrait dire que dans le prime abord, lorsque vous arrivez chez nous, nous allons vous dire, nous allons vous dire ce qui vous attend, nous allons vous conseiller d'abord en matière d'investissement, nous allons vous dire en fonction de votre argent, parce que bien entendu, en fonction de ce que vous voulez faire, on va vous demander si vous avez de l'argent que vous voulez investir. Donc, si là, vous nous informez que votre argent, la provenance est douteuse, nous allons attirer votre attention sur les conséquences. Ce que ça a pour conséquence, le fait d'avoir de l'argent douteux. Encore qu'en Allemagne, il y a une loi qui a été votée pour cela et qui combat cela. Donc, il est très important qu'on attire votre attention sur ce que vous êtes en train de vouloir réaliser et d'où votre argent vient si c'est douteux, ce que ça signifie comme conséquence. Donc, nous allons, dans ce cas, c'est vrai que nous n'avons pas encore eu un tel cas, mais si c'est le cas, vous avez vraiment une provenance d'argent qui est vraiment douteux, alors nous allons tout simplement attirer votre attention sur les conséquences, parce que ça ne sert aussi à rien de se lancer dans un business où l'argent est douteux. Vous savez que c'est d'un moment à l'autre, vous pouvez être ressaisi. Et là, ça vous rattrape. Et même tout ce que vous avez engagé, on les saisit. Donc là, je dirais tout simplement, je attirerai votre attention. Et si vous voulez le faire, vous voulez continuer comme ça dans cette lancée-là, je vous dirai attention. Si vous allez avec quelqu'un d'autre qui le fait, c'est tant mieux. Mais avec nous, ça vous posera probablement des problèmes. D'accord, d'accord. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce sera tout pour cette séance. Et j'espère que vous verrez à la barre encore une autre fois. Roby, je vais devoir te laisser avec Mais pas aussi Cédric rapidement, Folepe. Chami. Quelle est donc la sentence? Quel est le verdict? Est-ce que notre invité a pu répondre convenablement à toutes tes questions? Quelle est donc sa sentence? Est-il J'aurais pris un peu de déclaré temps. la loi coupable ou non coupable au vu de tout ce qui a été dit? Au vu de tout ce qui a été dit, au vu de sa façon de répondre, déjà, je peux dire premièrement que il a réponse à tout et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui refuser. Et ce qu'il dit est vrai, ça a été vérifié, c'est bien vrai. Donc, voici, Chamikis, je déclarais Monsieur Cédric Folepe non coupable de toutes les plaintes qui sont en son nom. Ah, ok. Félicitations, monsieur Cédric Folépé. Waouh, waouh. Et merci à d'autres juges, voilà, pour ces questions assez piquantes et assez pertinentes. Et on se dit à la prochaine, monsieur Chami. Voilà, avec À la notre prochaine. prochain Ok, à la invité. prochaine. D'accord. Ciao. D'accord. Voilà, nous allons sans plus tarder prendre déjà les questions. Si vous avez des questions pour notre invité et que vous voulez intervenir en live, levez la main dans le Zoom ici et vous pourriez les poser. Mais avant, je vais prendre la question de Arnold. Déjà, merci Arnold d'être présent ici. Merci pour ta question. Donc, sa question est la suivante. Est-ce qu'il serait possible d'investir dans l'immobilier en Allemagne sans avoir la nationalité ou bien un séjour indéterminé? Si oui, quelles sont les conditions à remplir? Bon, c'est vrai que la question n'est pas vraiment dans la thématique, mais je pense que ce sera notre invité de décider s'il va y répondre ou pas, parce que là, c'est vraiment une question centrée sur l'immobilier. Voilà. Bon, oui, je peux le répondre très rapidement. Oui, Bon. effectivement, le titre de séjour est l'une des conditions pour pouvoir obtenir un crédit, un emprunt auprès d'une banque. Et la majorité des banques, voire à 95%, exigent avoir un titre de séjour illimité ou alors un passeport allemand. Donc, ce qui fait que le fait de ne pas l'avoir est un handicap, un gros handicap d'ailleurs, parce qu'il y aura donc il y a extrêmement très peu de banques qui le font. Lorsque vous avez un titre de séjour limité, il y a bien beaucoup d'autres conditions qui prennent en considération et ça réduit également comme ça vos chances d'avoir des offres qui sont meilleures. Donc, ce que nous conseillons, c'est d'avoir un titre de séjour illimité. D'accord. Good. Je pense que la question de Arnold a été très bien répondue, mais il pourra rebondir au cas où il a d'autres préoccupations. Je vais prendre la question de Jerry. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Jerry. Et est-ce que je pourrais avoir un conseil sur la gestion des finances pour un étudiant dans sa vie estudiantine? Voilà. C'est un étudiant qui nous écrit et qui aimerait sûrement avoir des conseils pratiques pour pouvoir mieux gérer ses finances.
Oui, il faut le dire tantôt que, en tant qu'étudiant, c'est aussi un bon moment, l'un des meilleurs moments également pour épargner de l'argent, parce qu'on n'a généralement pas de grandes charges, c'est vrai qu'on n'a pas de gros revenus, mais Oui. très souvent, on a également ces petits jobs qu'on va faire, on a de l'argent, très souvent, dont on n'a pas forcément besoin, mais qu'on peut épargner. Donc, pour quelqu'un qui est étudiant, vraiment, je conseillerais d'épargner autant qu'il le peut. L'épargner, on a plusieurs façons de procéder. Il y a plusieurs comptes d'épargne qu'on peut mettre sur pied. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle même un Porsche par, on peut en parler. Il peut nous contacter, on peut en parler de façon encore plus détaillée concernant son cas. Donc, on peut vraiment ouvrir un compte d'épargne qui peut être un simple compte d'épargne. On peut ouvrir un compte, ce qu'on appelle un Porsche par, un compte qui est dédié plus tard à investir, dans lequel il met de l'argent. Ça peut être même un compte d'investissement dans tout ce qu'on appelle ETF et dans les actions. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Lorsqu'on est encore étudiant, le plus important, comme dit au final, c'est d'être en mesure d'épargner et d'être déjà discipliné à son niveau et d'éviter un certain nombre d'erreurs dont j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord, voilà. Et je pense que s'il veut avoir un accompagnement personnalisé, comme tu l'as dit, il peut vous contacter. Voilà, parce que et bien évidemment, vous avez aussi des solutions ou bien voilà, des accompagnements pour les étudiants, donc, et même pour les travailleurs. Je pense, il y a une question là de Dylan dans le chat. Faut-il être allemand ou avoir la nationalité allemande pour pouvoir acquérir un bien immobilier? Je pense que cette question a déjà été répondue. Voilà, oui, c'est le cas. Il faudrait avoir la nationalité ou un titre de séjour Il illimité. faudra effectivement, oui. Donc, ce n'est pas forcément la nationalité, un titre de séjour limité suffit. Ouais. D'accord, d'accord. Bonsoir une fois de plus à tous ceux qui nous rejoignent ici et merci d'être des nôtres. Nous parlons aujourd'hui du coût de l'ignorance financière et des erreurs dans la gestion des finances qui peuvent vous conduire à l'échec. Et actuellement, nous prenons les questions des différents invités. Si vous voulez intervenir en live, levez la main et posez votre question à notre expert en la matière. Donc, je prie à ceux qui viennent d'entrer de muter leur micro. Voilà, mutez vos micros. Voilà, je regarde s'il y a encore une autre question pour le moment dans le chat. Il n'y en a pas. Mais déjà, il y a un lien qui a été partagé dans le Zoom là. Cliquez là pour avoir une consultation. Voilà, pour avoir une consultation gratuite avec Seth Imo Finance. Voilà, c'est et maintenant, voilà, tu accompagnes généralement plusieurs personnes au quotidien, voilà, dans tes coachings en ce qui concerne la gestion des finances. Est-ce que tu peux également partager l'histoire, vraiment, une histoire de réussite, vraiment, d'une personne qui a surmonté vraiment ses erreurs financières grâce à l'éducation et la planification financière? Voilà. Oui, bien entendu, je peux également partager l'histoire d'une personne comme ça qui a réussi sa gestion des finances grâce à l'éducation financière. Il faut dire, ça rejoint un peu l'exemple que j'en ai parlé tout à l'heure. Dans ce cas également, c'était un cas d'une personne qui vraiment gagnait beaucoup de l'argent et cette personne gagnait vraiment beaucoup de l'argent et parce qu'elle gagnait beaucoup d'argent, elle se disait toujours, bon, j'ai assez d'argent, j'ai pas besoin d'avoir un suivi particulier de cet argent, d'être en train de le contrôler au quotidien parce qu'à la fin du mois, il en restait généralement assez dans le compte. Mais, et parce que lui, il avait toujours l'impression qu'il en reste beaucoup, il s'est engagé dans différents projets dans lesquels on prélevait de l'argent dans son compte. Oui. C'était le cas. Et lui également, lui, il dépensait comme ça sans avoir vraiment une bonne vue. Il s'était fait un budget un peu dans la tête de la somme qu'il dépenserait, mais il n'avait pas vraiment une vue de ses finances à la fin de la semaine, à la fin du mois, parce qu'il faut dire, nous conseillons au quotidien d'être toujours, même si vous avez votre relevé de bancaire, mais vous-même de vous asseoir, si c'est possible chaque jour, mais au moins une fois par semaine, de pouvoir faire le recap à travers ça s'appelle nous le fichier dont je vous parlais tantôt, dont nous avons mis le lien également en commentaire que vous pouvez télécharger, qui vous permet de faire tous les recaps chaque semaine et d'avoir une très bonne visibilité. Lui, dans son cas, il ne le faisait pas, du coup, il n'avait pas donc une bonne visibilité et il s'est retrouvé à un certain moment en train, lorsqu'il est venu nous rencontrer, lorsqu'on a analysé sa situation, il s'est rendu compte en fait, lui, il vivait au-dessus de ses moyens. Déjà, il gagnait beaucoup d'argent, mais il avait atteint ce niveau où il vivait au-dessus de ses moyens parce qu'il avait engagé, il avait pris des crédits, il dépensait à gauche et à droite et vivait comme ça déjà au-dessus de ses moyens, ce qui est donc également un signe qui montre que là, tu n'as pas la gestion de tes finances en main. Dans son cas, bien entendu, on a également aidé en travaillant avec lui sur le suivi
de ses finances. Aujourd'hui, on a des applications, il y a autant de choses que tu peux utiliser également pour avoir ton suivi de tes finances. Nous, on a opté vraiment pour le fichier dont je vous parlais tantôt, qui est très simple, manipulable. Chacun peut, comme ça, le faire, ou le manipuler, ou alors il y a des petits macros que tu peux écrire même si tu le veux toi-même. Et Oui. avec ça également, on a travaillé avec lui pour faire le recap, l'analyse de sa situation où lui-même, il s'est rendu compte qu'il n'avait donc pas la maîtrise de ses finances comme lui pensait en moi. Mais on a travaillé également ensemble pour pouvoir déjà revenir, remettre de l'ordre, de permettre comme ça de rembourser ses crédits, hein, étape après étape. Et il est revenu donc à un rapport équilibré entre ses entrées et ses sorties. Et désormais, il travaille comme ça pour pouvoir investir également sereinement et surtout avec une stratégie derrière. Donc, voilà un peu comment on a travaillé avec celui-là. Bien entendu, les détails, on peut en parler de façon, parce que c'était beaucoup plus long que ce que je raconte là. J'ai juste Oui. résumé un peu ce qu'on a eu à faire avec lui. Voilà. Wow, ok. Donc, pour chaque client, vous avez vraiment un accompagnement sur mesure et c'est adapté vraiment selon le besoin. Effectivement. D'accord, d'accord. Tout à l'heure, on parlait par exemple des signes qui montrent qu'une personne gère mal ses finances. Voilà. Qu'en est-il par exemple de ceux qui sont friands, voilà, de l'enrichissement rapide? Nous avons tous vu sur Internet la mouvance avec ces pyramides de Ponzi où où par exemple, voilà, on promet aux gens, voilà, des enrichissements très rapides avec le slogan «Je dors mon argent, travaille pour moi». Est-ce que tu penses, par exemple, que ces personnes-là qui investissent dans ce type, voilà, dans ce type vraiment de financement-là, est-ce que ça prouve qu'ils ne savent pas gérer leur argent? Voilà. Alors, pour moi, c'est extrêmement facile de dire, et chacun devrait se remettre en question, de dire, voilà, je mets mon argent là, je dors et ça travaille. Ça, c'est, comme tu l'as dit tantôt, ce qu'on met net dans les réseaux comme ça pour attirer un certain nombre de personnes. Oui, C'est trop facile comme ça, hein. Vous-même, vous devez vous poser la question pour pouvoir gagner de l'argent, travailler aujourd'hui. Vous êtes allé à l'école primaire, vous avez fait l'école maternelle, d'abord vous êtes allé à l'école primaire, vous avez fait le secondaire, vous avez fait parfois l'université. Certains ont fait encore, on fait encore du supérieur, c'est encore un cycle de doctorat et bien d'autres. Donc, vous avez fait 7 ans, parfois 10 ans, parfois 15 ans d'études pour gagner de l'argent que vous gagnez aujourd'hui. Et vous pensez que c'est si facile comme ça de dire, voilà, je prends l'argent, je vais gagner de l'argent du jour au lendemain, je mets, je dors, je travaille. Non, pour moi, c'est pas ça. C'est trop facile, ça. Vous devez vous poser la question, trop facile. Non. Généralement, dans ce genre de choses, soit ça tourne dans un premier temps, un premier mois, on vous donne un peu de l'argent et vous vous dites ça marche, c'est bon. Et vous continuez à investir l'argent pour perdre par la suite. Donc, soit vous sachez que vous deviez investir soit de votre temps, soit ça va prendre du temps. Généralement, c'est comme ça. Tous ceux qui ont gagné de l'argent aujourd'hui, qui sont milliardaires aujourd'hui, ne sont pas devenus milliardaires du jour au lendemain. Ça a pris du temps pour qu'ils en arrivent là. Donc, pour dire quoi concrètement, qu'il y a un travail, il y a une certaine patience que vous devez avoir. Ça va prendre du temps, vous devez vous y atteler. C'est pareil même dans tout investissement, même dans l'investissement immobilier. Si vous voulez vous faire réellement de l'argent, vous allez investir dans un bien immobilier selon votre concept, le type d'investissement, parce que là, c'est également selon la stratégie que vous avez mis sur pied. Vous allez acquérir un bien immobilier, mais vous allez gagner de façon vraiment considérable avec ce bien immobilier après beaucoup plus d'années. Donc, ce n'est pas immédiatement l'année qui suivra où vous gagnerez déjà l'argent. Non, ça va prendre du temps. Et peut-être oui, après 5, 10 ans, lorsque vous revendez ce bien immobilier, là, vous allez gagner suffisamment. Ce ne sera pas juste un peu du cash flow que vous avez eu 50 ou 100 euros par mois. Non, c'est en ce moment que vous gagnerez suffisamment. Naturellement, il y a d'autres stratégies. Là, je ne vais pas entrer en détail, passer par la thématique pour pouvoir gagner aussi rapidement un peu dans l'immobilier. Mais là, il faut avoir des connaissances approfondies. Mais néanmoins, le message à passer, c'est que ce qu'on doit savoir, c'est que ça prend du temps. Et tu dois également investir ton temps, tu dois contrôler. Tu ne mets pas ton argent, tu vas dormir et puis tu attends à ce que tu vas revenir et tu auras gagné des milliards. Non, ça ne se passe pas comme ça. d'accord, bien évidemment. OK. Voilà. Avant de prendre les quelques questions qu'il y a à Facebook, il y a également une main levée là. Tout à l'heure, là, je vais donner la parole à la main levée. Comprends-tu, par exemple, de ceux qui, voilà, disent que l'épargne, bon, on le sait tous, voilà, et d'ailleurs,
tu l'as souvent répété, l'épargne est la base de tout investissement. Mais qu'en est-il, par exemple, de tous ceux qui ont de montants faramineux dans leur compte bancaire, dans un compte bloqué, et n'investissent pas ça concrètement dans un projet et peut-être à attendre les dividendes que la banque va leur donner après chaque année, qui parfois ne représentent rien du tout. Est-ce le signe alors qu'ils ne savent pas gérer leurs finances? Oh oui, ça c'est également un signe de manque, on va dire comme ça, pas forcément qu'ils ne connaissent pas gérer les finances parce qu'ils épargnent déjà, c'est déjà une bonne chose, épargner. Mais lorsqu'on dit que tu dois épargner, ça ne doit pas s'arrêter là. Donc, épargner, on épargne pour pouvoir passer à un certain niveau avec cet argent épargné. Alors, si tu épargnes, donc, ou laisser dans un compte pendant des années, là également, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que je prends un exemple simplement de facteur, le phénomène d'inflation, tout simplement qui va comme ça faire perdre ton argent en ce sens du pouvoir d'achat, qui va perdre, cet argent perdra en pouvoir d'achat. Donc ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc déjà, il est conseillé certes d'épargner, mais d'avoir également une stratégie, un concept pour pouvoir réinvestir cet argent-là. On peut également épargner en investissant. Donc, ça veut dire que vous dédiez vraiment une somme que vous voulez épargner. Chez nous, par exemple, on a des gens qui viennent nous rencontrer, qui disent, voilà, ce qu'on appelle en Allemagne Kindergeld, cette subvention qu'on reçoit de l'État pour les enfants. Ils veulent, Oui. par exemple, l'épargner, mais ne veulent pas, bien entendu, le mettre dans un compte d'épargne, ce que nous déconseillons également au vu de ce phénomène d'inflation, mais veulent le placer dans un investissement qui est rentable, qui profite même plutôt de l'inflation. Donc, c'est en ce sens-là. Donc, nous, dans le quotidien, dans l'encadrement qu'on fait, on va te dire, voilà, tu dois épargner, mais voilà comment cet argent-là est placé et comment tu peux l'utiliser par la suite. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent, voilà, tu mets de l'argent dans le compte d'épargne et puis tu attends des années et tu reviendras récupérer cet argent. Ok, d'accord, d'accord. Super. Alors, nous allons prendre là une main levée. Il y a Idriss là qui veut intervenir. Est-ce que tu peux alors voilà, activer ton micro, te présenter là rapidement et poser ta question? Bonsoir, Idriss. Oui, bonsoir, vous m'écoutez là? Très bien, très bien. Ok. Ouais, j'ai un peu écouté Rambo. Je vais pas dire j'ai écouté complètement. Donc voilà, moi, je vais même me définir sur quelle casquette aujourd'hui. Je vais juste me définir comme un simple travailleur. Donc voilà, j'ai fré- D'accord. j'ai fréquenté et voilà, je bosse depuis quelques années dans une structure de la place. Voilà un peu concernant ma présentation. Je vis en Allemagne, bien sûr. Donc, mes questions, en fait, je vois un peu, on parle de épargne, investissement. Il y a toujours, en fait, ces deux mots que je trouve qu'en fait, elles s'emboîtent. Et je voulais juste te poser la question euh, entre épargne et investissement. C'est quoi la position de notre interlocuteur sur le sujet? Parce que pour moi, c'est deux trucs différents, en fait. On ne peut pas me dire que l'épargne, c'est de l'investissement et on ne peut pas me dire que on peut investir sans avoir peut-être quelque chose quelque part. Donc, je me dis, il y a un mélange quelque part entre les deux. Oui, très, très, très bonne remarque. Je dirais d'entrée, oui, effectivement, il y a une différence entre épargner et investir. Lorsque tu épargnes, tu n'es pas encore en train d'investir. Donc, l'épargne, bien entendu, comme tu l'as dit également, tu dois le faire pour pouvoir investir. Donc, parce que lorsque tu vas investir, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tu viens avec X et puis tu t'attends demain à avoir X plus Y. Donc, tu dois donc déjà avoir X. Le X, là, c'est ton épargne. Tu dois gagner de l'argent. Tu dois travailler aujourd'hui. Ça veut dire que tu dois être en mesure donc, de mettre un peu d'argent de côté parce que tu sais qu'à la fin de l'année, tu veux donc l'injecter dans un projet, tu veux l'injecter dans un investissement. Donc, tu dois déjà avoir X. Lorsque tu as X, tu peux donc passer en mode investissement parce que tu ne veux donc pas que cet argent reste dans un compte d'épargne tout simplement où tu dis, voilà, j'attends des dividendes. Non, je veux maintenant vraiment l'investir et espérer avoir un Y qui va s'ajouter à ce X que j'ai Moi, je que j'ai posais eu. cette question pour emboîter du genre où, par exemple, lorsqu'on travaille, par exemple, en Allemagne, dans mon cas, il y a l'argent qui arrive dans le compte chaque fin du mois, par exemple. Ce qui se passe que tu te mets à, voilà, tu vas payer la maison, tu vas payer les factures. Ce qui reste, c'est ce qui reste. En fait, c'est dans ton compte. Pas forcément peut-être trop besoin de créer encore un extra compte, par exemple,
tout simplement parce que ce qui reste peut-être peut rester. Mais moi, je pense que là, je ne vais pas parler, par exemple, d'épargne, mais pour moi, l'épargne pourrait être un truc du genre où, OK, j'ai besoin de m'acheter, par exemple, 1 hectare de terrain. Ça coûte peut-être 10 millions. Et j'ai envie d'avoir cet hectare de terrain avant d'examen. Alors, en ce moment, je vais diviser. J'ai besoin de mettre combien de côté pour qu'en examen, j'ai des 10 millions et que je m'en vais acheter ce terrain. Pour moi, là, c'est de l'épargne, en fait. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai dit, beaucoup de personnes, peut-être, ont tendance à dire, le reste d'argent dans le compte, c'est de l'épargne, mais c'est juste le reste. C'est quand même ton argent, mais ce n'est pas pour moi de l'épargne, en fait. L'épargne, pour moi, ça devrait être par rapport à un projet précis, avec un temps bien précis et une somme bien précise peut-être à atteindre. Sinon, moi, je me dis, si j'épargne unendlich, pour moi, je ne sais même plus où j'épargne. Et en fait, je ne sais plus comment, je ne sais pas comment je vais parler d'épargne sans avoir une somme précise et une date précise pour atteindre cette somme, en fait. Oui, effectivement. Comme je disais tantôt, lorsque tu vas gagner de l'argent et en matière de tout ce qui est gestion et mise sur pied d'un système de gestion de son argent, à la base, on définit également des objectifs, hein. On doit définir des objectifs. Ça doit être clair. Qu'est-ce que je vais atteindre à court terme, à long terme avec ce que je gagne? C'est très important parce que je as pris l'exemple d'investir, par exemple, pour acheter un terrain. Ça peut être ici pour acheter une maison, ça peut être dans tout autre type de projet. Ce qu'on doit savoir, c'est que tout ce qu'on met sur pied comme action, tout ce qu'on engage, les décisions qu'on prend peuvent également nous bloquer demain. Donc, ça voudrait dire que tu devrais projeter à court et à long terme. Ce n'est pas seulement de dire, voilà, je vais acheter un terrain à la fin du mois et puis je m'arrête là et j'épargne. C'est déjà une bonne chose, c'est déjà bien d'y penser. Mais tu dois aller au-delà. C'est pourquoi nous travaillons sur des objectifs. On va au-delà. Lorsque vous venez chez nous, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Afin qu'on puisse attirer votre attention déjà sur ce que le projet qui doit être réalisé à la fin de l'année, si ça ne va pas impacter l'année qui suit sur votre investissement. Et partant donc de ces objectifs qui ont été définis, on va donc définir la somme qui a épargné, pour revenir à ce que tu disais, qui a épargné pour qu'à la fin de l'année, tu puisses acquérir ton terrain sans que ça ne t'empêche les années suivantes. Donc, pour dire quoi concrètement? Naturellement, on définit d'abord les objectifs, on met un système sur pied pour que tu puisses donc épargner également cet argent-là. Ce n'est pas le reste dans le compte que tu épargnes. Là, c'est mauvais. Ça doit être clair. Ce qui reste dans ton compte, c'est peut-être parce que dans tout ce qu'on a planifié comme budget, tu étais en mesure d'optimiser tes finances. Il y a même eu un surplus qui est resté dans le compte. Ça ne doit pas être du genre, là, c'est une mauvaise gestion lorsque l'argent entre, tu te fais d'abord plaisir, tu payes tes loyers, tu fais tout, et puis s'il y a reste, tu épargnes. Là, c'est mauvais. Ça doit être déjà défini où, lorsque l'argent entre, il y a une somme X qui va dans le compte qui a été dédié au compte d'achat du terrain à la fin de l'année, tel que tu l'as dit. Il y a une somme Y qui va dans tel compte qui est dédié à l'achat de, je ne sais pas trop quoi, la voiture familiale qui a été additionnée. Donc, tout doit être déjà défini dès la base et doit s'opérer de façon automatique. Ce n'est pas toi qui viens les virer. Là, on n'est pas discipliné et là, on se connaît. On aura cette faiblesse-là. C'est dit, bon, si je fais ça le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas grave. Donc, il faut une certaine discipline, un certain automatisme pour que ça puisse fonctionner. Donc, pour rejoindre à ce que tu disais, dit, oui, effectivement, tu dois définir d'abord tes objectifs et on met l'accent là-dessus. Et partant de là, on peut mieux projeter. OK, juste pour sortir ma dernière question, si tu me permets, Roby. OK, oui, tu as vraiment une dernière question. Vraiment la dernière. En fait, plusieurs qui sont dans le chat, mais je pense que oui, pose ta dernière question là rapidement et voilà. Exactement. Là, on était dans l'épargne. Maintenant, on est dans l'investissement. Moi, je pense que, encore, moi, je creuse juste en disant comment se former aujourd'hui à connaître la différence entre une bonne affaire et une mauvaise affaire. Parce que je peux avoir de l'argent. J'ai certes envie d'investir, mais je n'ai pas peut-être le bagage intellectuel pour savoir que l'affaire-ci est une bonne affaire et celle-ci n'est pas une bonne affaire. Comment est-ce qu'il y a une formation spéciale ou est-ce qu'il y a peut-être quelques conseils pour apprendre à dénicher la bonne de la mauvaise affaire, en fait? Parce que nous tous, on veut multiplier l'argent, mais si tu investis dans la mauvaise affaire, c'est vrai que
l'argent là va pas se multiplier. Sauf que chaque jour, il y a les affaires qui sortent à gauche, à droite. Tu ne sais plus quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. Donc, comment peut-être je suis avec un chef aujourd'hui, il peut quand même me donner quelques tuyaux. Oui, effectivement, comme je l'ai dit également d'entrée, le meilleur investissement que tu peux réaliser, c'est de te former déjà. C'est d'investir déjà sur ta formation. Et ça, c'est vraiment de façon, vraiment dans le spectre vraiment large. Ce n'est pas seulement dans un domaine précis. À partir du moment où tu as la possibilité, et c'est pourquoi, pour revenir encore sans tu peux me répéter dans ce que nous faisons, on pourra revenir dans des séances d'entretien, coaching personnalisé. Dans ce que nous faisons, il y a même une somme d'argent qui est dédiée à ta propre formation. On repartit ton budget. Tu dois te former, chacun doit se former au quotidien. Il doit avoir une somme d'argent qui est dédiée à te former en matière de gestion de ton argent, en matière de gestion, en matière d'investissement. En Comment fait, est-ce c'est que je normal. On repartis? se forme où? Peut-être comment? C'est un peu peut-être ça que... Oui, ça, on peut revenir là-dedans, parce que ça va dépendre naturellement de ce que tu veux faire, de ce que quelles sont tes attentes, bien entendu, parce que ça doit être personnalisé, c'est pas un truc général, en fonction de ce que naturellement tu veux réaliser. Si c'est dans le monde de l'immobilier, je vais prendre cet exemple-là, parce que c'est l'un des piliers chez nous. Naturellement, nous offrons, par exemple, des formations, nous offrons des mentorings dans ce sens-là. Nous-mêmes, nous nous formons, parce qu'il faut dire, je dis au quotidien à tous ceux qui viennent vers nous, formez-vous. Si vous n'avez pas le temps pour vous former, généralement, c'est ce que beaucoup me disent, ils n'ont pas le temps, ils travaillent, ils font pour se former. Je vous dis, bon, laissez-vous donc accompagner par ceux qui ont de l'expérience pratique sur le terrain. Ça ne suffit pas de rencontrer juste son frère, son entourage qui a eu à faire l'investissement ou alors atteindre ce que vous voulez réaliser, et puis ça suffit. Non, parce que lui, il ne s'est plus formé, il n'est plus au flair des nouvelles lois qui ont été votées, et rien qu'une loi qui a été votée peut mettre comme ça en péril ton investissement. Donc, il faut donc être continuellement en train de te former pour être au jour à jour et t'assurer que l'investissement que tu as réalisé hier continuera à te produire de l'argent. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de te faire accompagner par ceux qui ont de l'expérience pratique sur le terrain et qui continuent également à se former. Bien entendu, on pourra s'échanger encore de façon plus détaillée si tu le veux. Tu peux nous contacter et puis on pourra en parler encore de façon plus détaillée. OK. Ok, d'accord. Merci vraiment, Edith Cho, pour tes questions. Merci d'avoir été des nôtres. Nous allons prendre d'autres questions dans le chat. Il y a, voilà, Dino qui pose la question. Fonds d'urgence, c'est pour les situations imprévues, deuil, maladie, épargne pour les projets, à mon humble avis. OK? Bon, c'est pas vraiment une question. Je pense que c'est plutôt, voilà, une contribution. Prenons une question la plus haut de, voilà, de PL. Quelle est l'importance de constituer un fonds d'urgence? Et quelle est la différence entre celui-ci et un compte d'épargne? Voilà. Oui, alors si je reprendrais vite fait la question, oui, effectivement, le compte d'épargne, c'est dédié vraiment à un projet. Ça doit être toujours dédié à, il doit avoir un objectif là derrière, bien précis, parce que c'est ça qui nous pousse aussi à être disciplinés. Hein. À partir du moment où je sais que je veux acheter une voiture à la fin de l'année et que j'aurai besoin de la somme X, j'aurai besoin de 5 000 euros, ça me motive plus à vraiment épargner l'argent parce que je veux l'atteindre, je veux atteindre cet objectif-là. Donc, tu épargnes pour un objectif précis, c'est ce qui est conseillé. Depuis ma mort, beaucoup n'ont pas défini un objectif épargne d'un premier temps, ce qui n'est pas déjà mal parce que au moins tu mets déjà de l'argent de côté et lorsque ce sera clair, tu pourras utiliser cet argent-là. Ça, c'est l'épargne. On épargne pour pouvoir réaliser quelque chose plus tard. Maintenant, dans le cas du compte des imprévus, ça fait partie maintenant de la gestion de ton argent où il y a une somme qui doit être dédiée aux imprévus. Parce que qu'en est-il, par exemple, si tu commets un dégât, si tu as des enfants, qu'en est-il si cet enfant-là commet des dégâts? Est-ce que tu as pris des dispositions comme ça pour pouvoir pallier à cela? Est-ce que tu as même des assurances qui vont avec cela? Il y a un minimum d'assurance dont tu dois avoir pour pouvoir comme ça te protéger d'un certain nombre d'imprévus également. Donc, c'est de ça dont on parle. Qu'en est-il si ta machine à laver se casse à la maison du jour au lendemain? Qu'en est-il si ta cuisinière ne marche plus et tu n'as pas prévu cela? Donc, c'est pourquoi tout ça entre un peu dans ce qu'on appelle les imprévus. Donc, il est conseillé d'en avoir également pour pouvoir pallier un certain nombre de choses pendant un certain temps. Il est conseillé même d'ailleurs à tout un chacun d'être en mesure, même sans salaire pendant 3 mois, de s'en sortir. Ah, d'accord. Et je pense que c'est ce que, voilà, cet internaute disait, dis-nous, pour répondre à la question de Pelle plus haut, c'est exactement ce qu'il disait déjà. Le fonds d'urgence, c'est pour les situations imprévues telles que deuil, maladie, et l'épargne, c'est plus pour les projets, pour aller dans le même sens de ce que tu viens de dire. D'accord, super. Et maintenant, une autre question là dans le chat ici à Zoom.
comment est-ce qu'on fait pour optimiser ses finances après avoir commencé à épargner? Alors, quand on a commencé à épargner, l'idée, c'est de pouvoir suivre désormais toutes les transactions qu'on fait déjà. Donc, si on a commencé à épargner, il est question toujours d'être en mesure d'avoir vraiment une vue d'ensemble de ces sorties. Généralement, les entrées, c'est facile à détecter. Très souvent, c'est beaucoup plus son salaire ou alors un autre job qu'on fait à côté. Généralement, c'est deux, trois entrées qu'on a. Mais en matière de sortie, on a généralement plusieurs sorties. Hein. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut voir comment optimiser. Il faut voir est-ce que les sorties-là sont encore à l'ordre du jour parce qu'on a parfois des sorties dont on n'a vraiment pas besoin. Hein. En début d'année, par exemple, beaucoup vont aller s'inscrire dans une salle de sport et après quelques mois, on n'y va plus. Certains vont s'abonner à tout ce qui est journaux et bien d'autres choses et après, ça n'intéresse plus. Mais très souvent, on a l'impression, on se dit, voilà, c'est une petite somme, c'est 10 euros le mois et puis bon, voilà, on peut s'en passer. Mais si vous faites le récapitulatif, vous faites la somme de ces petites sommes-là, vous verrez que c'est une somme considérable qui en ressort. Parce que vous n'avez pas une vue d'ensemble de vos finances, on perd souvent de vue de cela et on ne peut pas y travailler. Alors, des exemples comme ça, je peux en prendre plusieurs sur lesquels nous travaillons. Ça va aller jusqu'au niveau même des assurances, du renouvellement d'un certain nombre d'assurances et bien d'autres choses qui va vous permettre donc comme ça d'optimiser au quotidien la gestion de vos finances, pouvoir mieux épargner et d'investir encore plus sereinement. D'accord, super. Et pour parler du renouvellement des assurances, par exemple, pour ceux qui sont en Allemagne, alors j'ai lui dit qu'à la fin de chaque année, il est important, par exemple, de changer, voilà, de rechercher d'autres Anbieter, c'est pas comment on dit ça en français, bon, d'aller souscrire peut-être à d'autres assurances et de comparer les différents prix pour pouvoir changer ou pas. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, Cédric? Oui, ça fait partie également des stratégies que nous appliquons. Notre assuration est constituée avec une équipe constituée d'un assureur, d'un fiscaliste et bien d'autres personnes. Et notre assureur, il veille à cela pour nos clients, s'assurer qu'à la fin de l'année, tout ce qu'ils ont comme assurance, on va réétudier, réanalyser le marché pour voir s'il n'y a pas matière à optimiser. Très souvent, à ce niveau-là, on peut toujours optimiser également ces assurances-là. L'idée, c'est ça, dans le cadre comme ça de l'optimisation de la gestion de son argent. Donc, les assurances, bien entendu, ça va au-delà des assurances, ça va même jusqu'au niveau de la consommation électrique, la consommation du gaz. Il y a d'autres structures également qui proposent des prix nettement mieux et nettement meilleurs et bien d'autres choses. Donc, bien entendu, il faut toujours revoir cela jusqu'au contact téléphonique, je veux dire, les structures qui disent également auxquelles vous êtes abonné, vous avez un contrat téléphonique, bien entendu. C'est également d'étudier tout cela. Donc, c'est tout, comme je disais tantôt, c'est toutes ces sommes-là qui vont vous permettre au quotidien de vous rendre finalement par mois, vous êtes en mesure d'épargner 100, 200 euros, même plus. On a eu à atteindre avec un client qui se trouve entre d'épargner même 300 euros de plus par mois. Donc, c'est dit le potentiel qu'il y a derrière. Ok, d'accord. Je vais prendre une autre question là d'une internaute à Facebook. Quel est le salaire minimum net ou brut qu'il faut avoir pour un prêt bancaire très consistant? Voilà. Bon, c'est vrai que ça reste un peu très vague, très bancaire, Oui. très consistant, c'est pas clair. Tu vois, tout simplement dit que, en fonction de ce que vous voulez réaliser, c'est un prêt, ce qu'on appelle généralement crédit de consommation, c'est une chose. Si c'est un prêt immobilier, là, c'est aussi une autre chose. Généralement, il y a une façon vous pouvez calculer votre capacité d'endettement, c'est-à-dire jusqu'à quelle hauteur la banque peut vous emprunter de l'argent et tout cela part même déjà de ce que vous gagnez, de vos sorties également mensuelles, ce que vous sortez et qu'est-ce qui reste à la fin du mois. Parce que c'est partant de là, pour l'expliquer de façon très simple, c'est ce qui reste à la fin du mois là qui permet à la banque de savoir s'il peut vous faire un emprunt ou pas, et si oui, à quelle hauteur? Parce que si à la fin du mois, il vous reste juste 500 euros, on est d'accord qu'un emprunt de 500 000 euros sera difficile que la banque vous le donne parce que vous serez incapable de faire une mensualité de 1 500 euros. C'est juste un exemple très simple pour qu'on comprenne déjà où quoi regarder. Donc, ça dépend déjà de vos entrées, vos sorties, qu'est-ce qu'il y a à la fin du mois, et vous pouvez vous imaginer un peu. Mais sinon, cette personne en fonction, puisque sa question était un peu très Oui, générale, oui. elle peut toujours nous contacter pour qu'on en parle de façon un peu plus détaillée. Ok, donc si on comprend bien, au fait, le montant que l'on gagne à la fin du mois n'est pas vraiment n'est pas ce qu'on doit regarder, c'est beaucoup plus les entrées, les sorties, puisque tous ces calculs-là sont faits aussi avec la banque, et c'est en fonction de ça maintenant qu'ils peuvent voir si vous êtes apte à bénéficier de ce prêt bancaire ou pas. C'est ça? Effectivement. Ah, Ouais. ok, d'accord. Good, good.
Voilà, bientôt le live tend à sa fin, hein, bientôt l'émission tend à sa fin. Donc, si vous voulez encore intervenir en live, les amis, c'est le moment. Si vous voulez encore poser des questions, ou bien si vous avez des questions, posez-les en commentaire, parce que dans quelques minutes, là, ça prendra fin. Voilà. Je regarde s'il y a encore quelques questions là à Facebook. Bon, pour le moment, je n'en vois pas. Bon, voilà, Cédric, mais non, s'il fallait donner deux conseils à une personne qui veut devenir un as des finances, qu'est-ce que tu dirais? Alors, qu'est-ce que je dirais? C'est vraiment j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de se former. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le meilleur investissement que tu peux réaliser, te former. Te former, c'est très, très important. On n'est jamais arrivé quand les gens pensent, c'est pas parce que tu as déjà des investissements que tu réalises, ça marche bien et tu vas te dire, voilà, je m'y connais. Non. Il y a toujours des nouvelles choses dont tu peux apprendre, des nouvelles expériences lorsque tu vas rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est vraiment de continuer à se former et de se laisser toujours accompagner également par ceux qui ont plus d'expérience que toi, parce que ceux-là, bien entendu, ont eu à rencontrer également des difficultés, parce que très souvent, on parle beaucoup plus de succès, succès historique, on va parler partout à gauche à droite. On ne parle pas des difficultés, on ne parle pas des échecs qu'on rencontre également. Beaucoup rencontrent beaucoup d'échecs et ont une réussite dans deux ou trois projets qui marchent, mais ils ont eu à rencontrer, à faire 10 échecs. Et lorsque vous causez donc avec ces gens-là, donc vous voyez qu'ils sont en train de réussir, en fait, ils ont aussi beaucoup d'échecs et ils vont vous dire à quoi vous atteler. C'est ce que nous faisons également. Moi, je parle beaucoup de plusieurs échecs que nous avons eu à réaliser, dont j'ai eu à avoir et qui va édifier comme ça tous ceux dont nous accompagnons et qui les évite également de le faire au quotidien. Donc, se former, se laisser accompagner par ceux qui ont l'expérience et passer comme ça en pratique. Hein. Se former, c'est une chose, mais il faut également le mettre en pratique par la suite. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà, il y a Edith qui lève encore la main là, malheureusement. Je ne sais pas si je devrais prendre rapidement ta question, mais si tu peux être rapide, oui, Idriss, tu peux activer ton micro et poser rapidement ta question. Oui, en fait, c'est que Oui, ce sujet de se former, moi, je trouve que... Je vais prendre vraiment un exemple concret. Euh, oui, je suis à la tête d'une coopérative qui fait dans la culture de tomates au Cameroun. d'accord. Déjà, au niveau expérience, si je posais juste la question à Cédric, Cédric, il n'y a pas un producteur de tomates au Cameroun qu'on peut dire que celui-ci là est vraiment chez qui on peut aller se former, par exemple. Donc déjà au niveau, en fait, c'est un peu du tâtonnement. Aujourd'hui, ça donne, demain, ça ne donne pas. Donc du coup, tout le monde jongle. Ça, c'est déjà, ça, c'est dans le contexte vraiment un peu camerounais. Peut-être tu as un nom que je connais, mais moi, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. J'ai juste constaté que chacun essaye de jongler. Au niveau de la documentation, pardon, n'en parlons même pas. Les documents, c'est quelque chose peut-être quelque chose qui a de cela 50 ans. Ça ne respecte même aucun prix sur le marché. Donc, sont les copier-coller. Au niveau des ingénieurs, oh, ça, c'est la théorie totale. Les agronomes qui sortent dans nos écoles n'ont même jamais peut-être eu la chance de pratiquer. Donc, quand moi, je me retrouve, je veux bien me former. Mais dans l'autre côté, là, j'ai dit, puisque je suis au Cameroun, dans le contexte camerounais, comment je peux faire pour me former quand je me retrouve dans ce genre d'imbroglio? C'est pour cela que le truc se former, je veux bien, mais dans ce contexte-là, je me demande bien comment je m'en sors. Ou bien vers qui te tourner alors pour te former, c'est ça? Exactement, exactement, parce que là, je suis complètement, que ce soit la documentation, que ce soit les ingénieurs, ou que ce soit même les producteurs expérimentés, tout semble un peu bloqué en fait. C'est-à-dire, oui, j'ai bien l'argent pour me former, mais je ne sais même pas où me former. Oui, bon, Ok, moi je pense que c'est une question, moi je dirais beaucoup plus une question d'argent et peut-être que tu as limité la zone de formation. Parce que pour moi, à partir du moment où moi je veux me former et que j'ai les moyens de le faire, je ne vais pas me limiter au Cameroun. Je suis convaincu qu'en matière, je ne suis pas spécialiste du domaine agricole ou alors tu appelles les tomates, mais je suis convaincu qu'il y en a, pas forcément au Cameroun seulement, même hors du Cameroun, qui s'y connaissent dans ce domaine-là, qui peuvent également donner des formations. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais pas forcément au Cameroun. C'est pour dire quoi concrètement? C'est pour dire que si tu as des moyens, comme tu es en train de dire, de l'argent, va te former, sors du Cameroun, va ou cherche l'information. Et je suis convaincu qu'il y en a qui le font, peut-être même dans d'autres pays africains, où tu vas te former, tu vas avoir ces connaissances-là, tu seras peut-être dans le premier à en avoir au Cameroun,
s'il n'y en a pas encore, tu pourras donc rentabiliser aussi rapidement parce que tes connaissances, tu pourras même les revendre au Cameroun. Tu pourras former d'autres personnes. Donc, je pense que c'est une question ici beaucoup plus de voir également en fonction de tes moyens. C'est beaucoup plus, à mon avis, une question de moyens et de se dire, voilà, je ne veux pas forcément me limiter, rester au Cameroun. Je peux aussi oser, je peux aller dans d'autres pays, me former et revenir appliquer ça, revenir appliquer mes connaissances au Cameroun. Ok, voilà, je pense que la question a été répondue. Il faut tout simplement élargir vraiment tout son spectre vraiment et pouvoir parler dans d'autres pays comme tu l'as dit. Je prends une dernière question là dans le Zoom, voilà, parce que le temps nous c'est déjà à la gorge et comme toute bonne chose, ça a toujours une fin. Je prends la question de dis-nous, est-ce que ça vaut la peine de prendre un crédit pour s'acheter des biens qui ne nous sont pas rentables, tels que voiture, maison, avec l'intérêt que le prêt comporte? Voilà. Oui, c'est prendre un crédit pour s'acheter ce qu'on appelle des passifs. C'est pas du tout intéressant. Les voitures et tout ce qui va avec ça rentre dans ce qu'on appelle passif. Donc, ça ne vous rapporte pas l'argent tel que ça a été dit. Donc, prendre un crédit pour le faire, c'est pas bon. Ça dépend maintenant du cas par cas également, en fonction de la stratégie qui est derrière, en fonction de ce qu'on compte réaliser par la suite, où on sait où l'argent viendra par la suite pour rembourser rapidement ce crédit-là pour qu'on ne soit pas coincé. Mais de façon générale, pour le dire comme ça, de façon très générale, c'est pas conseillé comme ça de prendre un crédit. Nous avons des jeunes qui nous rencontrent très souvent et qui te disent, voilà, ils veulent prendre un crédit de consommation de 50 000 euros, ils veulent s'acheter une voiture de 20 000 euros, où tu te dis, mais tiens, qu'est-ce que tu veux faire avec cela à ton jeune âge et dès le début? Donc, c'est pas conseillé. C'est d'aller plutôt dans cette lancée de dire, je prends cet argent-là vraiment pour pouvoir l'investir, que ce soit dans l'immobilier. Et là encore, c'est encore toute une autre thématique. Est-ce qu'on le commence par un bien résidentiel? Est-ce qu'on commence par un bien locatif pour que ça génère de l'argent ou bien ça puisse avoir d'autres avantages et bien d'autres? C'est encore une autre thématique. Mais pour répondre de façon très simple, les passifs, crédits passifs, c'est pas conseillé. Je le déconseille en fait. Ok, d'accord. Voilà. Nous tendons ici déjà à la fin de notre émission. On n'a même pas vu le temps passer tellement c'était édifiant et tellement vraiment on t'écoutait avec beaucoup de plaisir et tous tes arguments, Cédric. Voilà, merci aussi à tous ceux qui ont posé leurs questions, à tous ceux qui sont intervenus. Cédric, ton mot de fin avant qu'on ne se quitte. Alors, avant qu'on se quitte, c'était un plaisir d'être des vôtres. Ça fait toujours plaisir, on y revient toujours volontiers. Je ne peux que conseiller à tout un chacun de s'y atteler à la thématique. Ça concerne tout un chacun, qu'on soit étudiant, travailleur, expert dans son domaine. Ça concerne tout un chacun. Je peux que conseiller tout un chacun à s'y atteler. Si vous avez besoin de notre soutien, revenez vers nous. Nous offrons une séance d'entretien, une première séance qui est complètement gratuite. Donc, osez profiter de cela, profiter de notre petite expérience qu'on a et surtout, sachez que nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Voilà, voilà, tu le dis si bien. Alors, merci à tous ceux qui ont été là. Merci à notre invité. Nous avons honoré de sa présence. Nous voici donc à la fin de ce tout premier épisode de la saison 2 du Rig Talk, où nous avons exploré vraiment en détail les conséquences de l'ignorance financière. Et nous avons vu comment ces conséquences peuvent conduire à des résultats désastreux avec des exemples concrets que notre invité a mentionnés. Mais alors, rappelez-vous que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Et maintenant, si nous prenons conscience de tous ces pièges-là, si nous acquérons la connaissance nécessaire, nous pourrons prendre le contrôle de notre avenir financier. Alors, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de vous éduquer, de vous former, comme notre invité l'a dit. Et si vous avez besoin d'accompagner, vous faire accompagner, n'hésitez pas à contacter CEF Immofinance afin qu'ensemble vous puissiez bâtir votre patrimoine. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis Robert Wamba et c'était le Regental saison 2, épisode 1. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode avec un autre invité. Et d'ici à là, portez-vous bien. Très bon dimanche à vous tous. Bon dimanche à toi, Cédric, et merci Bon encore. dimanche, Robert, et bon dimanche à tous. Bye. Merci, merci. Bye bye.